que John Omombo aura le plaisir de vous développer ce soir dans un peu plus de 2 quarts d'heure. Le temps pour nous de prendre Richard Chako qui a déjà pris place. Richard Chako, on commence par cette adhésion spectaculaire et massive à la majorité présidentielle. La MP qu'on croyait affaiblie ne l'est pas, bien au contraire. Oui, merci beaucoup Jean-Pierre. C'est donc des nouvelles adhésions, comme vous l'avez dit, au sein de la MP, la majorité présidentielle. Vous savez que nous sommes dans une année électorale. L'année 2016, c'est l'année des élections. La CENI, de son côté, s'apprête, la CENI qui est le pouvoir organisateur des élections, s'apprête à organiser les élections. Du côté des états-majors des partis politiques, l'on ne dort pas sur les lauriers, les partis se resserrent, et c'est dans ce cadre que la majorité présidentielle a enregistré aujourd'hui, vous l'avez dit, 25 nouvelles adhésions, ce qui est une très bonne chose. Vous savez, en politique, Jean-Pierre, un parti politique ou un regroupement politique qui ne grandit pas est appelé à disparaître. C'est comme dans une famille qui n'accueille pas les visiteurs, on dit c'est une famille qui n'est pas sociale. Alors, c'est pratiquement dans la politique. La politique, ça dit que quand vous êtes en politique, il faudrait chaque jour, chaque fois, que les partis s'agrandissent. Les partis politiques doivent grandir, que ce ne soit pas sur le plan de la quantité, mais sur le plan aussi de la qualité. C'est ce que beaucoup d'opérateurs politiques oublient, et ce que la majorité présidentielle a fait aujourd'hui, c'est quand même quelque chose à saluer. Le plan Minakou a visiblement marché. Peut-on dire qu'aujourd'hui, Richard Chako, la MP est en train de tourner la page de l'épisode du G7? Justement, vous savez qu'avec le G7, des grands partis politiques de la majorité présidentielle sont partis. On a parlé de l'auto-exclusion, on a parlé de l'exclusion, c'est long. Les gens croyaient que la MP était affaiblie parce que... Oui, ils sont toujours là parce qu'on a vu dans la salle aujourd'hui à la FIKIN des emblèmes du MSR, de l'ACO, on a vu l'arc dans la salle. Justement, il y a un problème, parce qu'on va en parler. Ça, il faut dire que les personnes comme Olivier Kamitatou, comme Kungu Wakumanza, comme Pierre Lumbi et consorts, mettez aussi le vieux Kungu, Moïse Katumbi, les autres là qui sont partis, qui ne font plus partie de la majorité présidentielle, le fait qu'ils ne soient plus dans la grande famille politique, et la famille du chef de l'État, ça a un peu affaibli cette famille politique. Les gens croyaient que c'était déjà les débuts de les dégringolades de cette grande famille politique. Et aujourd'hui, les choses nous ont montré le contraire. Une démonstration de force. Même s'il y a dédoublement de ces partis politiques, notamment, vous avez parlé de l'ARCO, vous avez parlé des MSR, de l'ARC, de l'UNADEF, de l'UNAFEC plutôt, mais aujourd'hui, la MP c'est reconstitué, ce qu'il faut le dire, avec de nouvelles adhésions, et ce qui est aussi avec la masse, la foule de gens que nous avons vus à la FIKIN. Ça veut dire que la majorité présidentielle a donné un signal fort. Les gens croyaient que les gens vont partir, non seulement les cadres, mais aussi la population va quitter, ou les militants vont quitter la MP. Mais c'est un signal fort, On a vu des drapeaux, dans mes drapeaux. Et il faut dire aussi, nous sommes là à une période électorale. Vous savez qu'il y a l'opposition dit que j'ai la population, j'ai le peuple, je suis capable de mobiliser. Allusion faite à ce qui s'est passé il y a une année ici. Vous le savez, hier c'était la commémoration de l'an 1. L'opposition pensait qu'elle a les monopoles, elle a de mobiliser les gens. Et la majorité présidentielle aussi, vous avez vu avec ce que le secrétaire général adjoint des MP, plutôt des PPRD, Chadar, il fait. Chaque dimanche, il y a des marches de santé. Et qu'on sort là. Aujourd'hui, on a vu encore la population venue nombreuse à la FIKIN. C'est une façon de dire à l'opposition que vous pensez que moi j'ai été affaibli avec l'effet G7, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, je suis encore très fort. C'est pour dire que j'ai encore l'ancrage au sein de mes militants, de la population. J'espère aussi faire très mal, et je garde toujours plutôt le leadership dans l'espace politique. Donc, une façon de prouver que Joseph Kabila a encore le contrôle de sa famille politique. On a remarqué, parce que vous et moi étions à la FIKIN, on a vu des membres de partis frondeurs, enfin,
qui sont revenus ou qui sont restés au sein de la majorité présidentielle comme ACO, MSR, ARC, être récupérés au niveau du bureau politique, notamment d'autres personnalités politiques comme Pius Mwabilo qui font également leur entrée. Peut-on dire que la majorité a quand même tiré les leçons de ce qui s'est passé dans ce feuilleton G7? Oui, effectivement, la majorité ne peut que tirer les leçons parce que ce qui s'est passé avec la naissance de G7 et consorts-là, ça avait, comme je l'ai dit, beaucoup affecté la majorité présidentielle. Et la majorité présidentielle, tout en tirant les leçons, voulait à ce que, vous savez que les gens comme Olivier Kamitato faisaient partie du bureau politique, les Moindou aussi, mes consorts, ils sont partis, ils étaient partis, mais les partis est resté entre guillemets, dans la majorité présidentielle. Alors, il n'était qu'évident qu'on puisse remplacer les personnes, et les personnes des Moindou Simba, des Kamitato et consorts là, dans les bureaux politiques de la majorité présidentielle là. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Comme vous dire que personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. On dit les hommes passent, les décisions restent. C'est-à-dire les hommes peuvent passer, mais les partis là restent. Les gens sont restés. On les a remplacés. Et la majorité présidentielle ne veut plus tomber dans l'erreur du passé. La majorité présidentielle, c'est vrai. Le départ des autres, c'était à un moment très mal choisi. Ça a été un coup dur. Un coup dur parce que la majorité s'est préparée déjà. Surtout que vous savez que nous étions dans les préparatifs des élections provinciales et les autres élections qui allaient venir. Et eux ont choisi l'autre camp. Ça a affecté la majorité présidentielle. Mais bon, aujourd'hui, la majorité présidentielle, tout en tirant les leçons de ce qui s'est passé, comme je l'avais dit, ne veut plus tomber dans la même erreur. Donc, en fait, en politique, il faut s'attendre à tout. Mais en politique, on doit, comme je l'ai dit, on doit tirer les leçons. On ne doit pas demeurer dans les erreurs. On doit, s'il y a une erreur qui vient ou il y a quelque chose qui arrive, il faut l'analyser. C'est pourquoi il y a dans les partis politiques, il y a des bureaux d'études. Il y a des gens dans les mêmes groupes politiques, des gens qui réfléchissent, qui sont là pour étudier, réfléchir sur les stratégies politiques. Et la majorité présidentielle l'a fait. Et aujourd'hui, on a vu. Et selon certains cadres de la majorité présidentielle, on ne va pas s'arrêter. Et il y a par exemple les partis comme les Burek de Julien Paloukou a fait son entrée, a signé la charte de la majorité présidentielle. Il y a d'autres partis qui viennent encore. Nous risquons d'assister à ce qu'on a assisté à la CENI, la signature de la charte des bonnes conduites. Des partis ne faisaient que venir pour signer. Et la majorité présidentielle aussi, et il y a d'autres partis. 5 départs contre 25 entrants. C'est pas quelque chose à minimiser. Mais Jean-Pierre, il y a une chose. Il faudrait aussi que la majorité présidentielle puisse capitaliser l'activité d'aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? On doit beaucoup travailler dans les chefs de la population et des militants. On doit pas on doit plutôt réellement contrôler ces militants-là pour réellement voir si réellement ce sont des militants de ces partis politiques. S'ils ont des cartes, parce qu'il faut faire partie d'un parti politique, il faut être d'abord membre, c'est-à-dire il faut avoir la carte. Il faut avoir la carte, travailler sur ce genre de cartes-là, parce que nous savons notre espace politique. Aujourd'hui, les mêmes personnes qu'on voit aujourd'hui à la FICIN, demain quand l'opposition va organiser quelque chose, on va les voir encore. Et après, demain, c'est comme ça toujours. Alors, il faudra, comment je peux dire, capitaliser cela, transformer cela. S'ils ne sont pas encore des sympathisants, en faire de vrais militants des partis politiques pour que, lors des votes, qu'ils soient réellement des gens qui vont voter pour leur parti politique qui appartient à la majorité présidentielle. Richard Chako, spécialiste de questions politiques et électorales, ici au groupe de presse L'Avenir, la MP a-t-elle aujourd'hui un discours qui séduit, un discours séduisant? La MP aujourd'hui? La MP aujourd'hui, je peux dire, a un discours séduisant. C'est pour dire que la MP est en train de préparer les élections. Même si les gens disent que non, la majorité présidentielle, elle est là, voilà, il y a du côté de l'opposition. La plateforme était au crépuscule. Au crépuscule, tout qu'on soit là, mais le discours que la majorité présidentielle a aujourd'hui, c'est pour dire que j'ai la capacité de mobiliser. J'ai encore le peuple avec moi. J'ai un bilan à défendre. J'ai un bilan à défendre. Nous avons dirigé le pays depuis 2006, 2011 et maintenant là, j'ai un bilan à défendre. Donc, je ne peux pas m'agiter parce que c'est les chefs de l'État, Joseph Kabila avec sa majorité qui sont
qui gèrent les pays, qui ont un bilan à défendre à la fin de la législature, et comme cela. Donc les discours que la majorité présidentielle a, c'est pour dire que l'opposition n'a pas le monopole de la population. La majorité politique, la majorité présidentielle a toujours aussi ses membres, c'est vrai, on ne peut pas, nous ne sommes pas dans le régime des pensées uniques, où il n'y a que tout le monde ne peut qu'appartenir à une famille politique, bien sûr. Nous sommes en démocratie, chacun choisit son camp, mais la majorité présidentielle dit que non, j'ai toujours ma population, mon peuple, mes militants, je suis là et je reste, je continue à travailler sans suivre ce que les gens disent qu'ils sont des sirènes. Alors aujourd'hui, tout s'est bien passé en toute quiétude. Pensez-vous que l'opposition aura la capacité de faire la même chose, cette démonstration de force, immobiliser des centaines, des milliers de sympathisants? Je ne minimise pas l'opposition, l'acte de l'opposition, je ne minimise pas. L'opposition est libre de faire ce qu'elle veut. C'est d'ailleurs la démocratie. Mais ce que moi je dénonce, c'est les discours, l'appel à la violence. Parce que tout ce que nous suivons, incendiaire, non, voilà, nous allons jeter la population dans la rue. Pas jeter, nous allons déployer nos militants dans la rue. Parce que quand il faut déployer nos militants dans la rue, nous savons toujours, s'il faut déployer dans la rue, il y a toujours des effets corollaires, il y a des casses et consorts là. Parce que je ne pense pas que les dirigeants de l'opposition ont la capacité de contrôler les gens qui viendront lors des manifestations de la rue. Les manifestants. C'est ça. Mais au moins, l'opposition aussi a aussi la capacité de mobiliser. On a vu, on voit dans les manifestations et consorts là, bien que ce n'est pas à la taille de la majorité, mais au moins l'opposition fait son travail aussi. C'est ça même le rôle de l'opposition. On doit avoir une opposition et puis une majorité. Une opposition, Richard Chako, désormais lâchée par l'Église catholique, qui a d'ailleurs annulé ces manifestations du 16 février. Pensez-vous que Vital Kamerhe, Fayoulou et consorts sont à même de rééditer l'exploit de la mi-janvier ou encore de ce que la MP a démontré aujourd'hui? Oui, bon, l'Église catholique, s'il faut revenir à ce que vous avez dit là, a bien vu. Vous savez que l'Église catholique avait prévu une marche des chrétiens, une marche pacifique, le 7 février, en commémoration avec ce qui s'est passé en 1992. Mais avec la lecture des faits sur terrain, l'Église catholique a bien vu, l'Église catholique craignait que cette marche soit récupérée par les opposants. Parce que vous savez qu'il y a même pas l'opposition, même d'autres partis politiques aussi peuvent se greffer. Parce que quand il y a casse, on va dire que non, on va mettre ça dans les dos de l'Église catholique. L'Église catholique a voulu se dédouaner de cela. Non, moi, s'il y a des activités, on va voir peut-être plus tard, s'il y aura des activités, je pourrais les faire. Mais organiser une manifestation qui sera récupérée politiquement par certains politiciens, parce que moi, théologie, ça, je n'en veux pas. Alors, maintenant, l'opposition qui veut organiser ces activités, le 16 février, par exemple, j'ai suivi même les Fonds citoyens, j'ai suivi le président de la SADO, Jean-Pierre, qui regrettait que l'Église catholique se soit rétractée sous sa marche, parce qu'il comptait se greffer ou se mettre ensemble avec les catholiques. Non, je crois que... une peur de je crois que si réellement c'est les Fonds citoyens et l'opposition, je veux dire l'opposition en général, est sûre de ce qu'elle va faire, elle ne va pas attendre de se greffer dans une manifestation quelconque, l'Église catholique soit-elle. Non, elle doit faire son travail, ses activités en toute indépendance. Et c'est là où on va voir réellement si réellement l'opposition ou les Fonds citoyens en général a la capacité de mobiliser aussi. Parce que quand on mobilise, ça veut dire que vous avez avec vous aussi, le peuple. Est-ce que le pouvoir laissera les opposants déferler sur les rues de Kinshasa? Bon, les pouvoirs aussi, justement, les pouvoirs ont des craintes. Et nous savons que chaque fois quand il y a des manifestations comme ça se passe tout, ça se termine tout par des casses et des pillages, des effets collatéraux. C'est ça, c'est la crainte du pouvoir. C'est pourquoi, réellement, si on veut que cette marche-là soit autorisée, il faut bien les encadrer. Alors, si on n'est pas sûr d'encadrer de telles manifestations, c'est-à-dire que ça va tomber avec dans une date historique, les nostalgiques vont se rappeler ce qui s'est passé les années antérieures qu'on soit là. C'est là où le pouvoir public peut décider, soit
d'accepter que cette marche-là se tienne avec l'encadrement bien sûr de la police, soit on dit non, je ne suis pas en mesure de sécuriser les manifestants ou ceux qui vont marcher, alors moi je préfère qu'on n'autorise pas les marches. Si vous voulez faire des manifestations dans des salles, par exemple dans des endroits bien ciblés ou bien encadrés, vous pouvez faire, mais aller dans les marches, nous savons toujours ce qui se passe là. Merci beaucoup Richard Chac. On va changer de chapitre, mais je rappelle aux téléspectateurs ce soir, le groupe de presse L'Avenir est en deuil. Nous venons de perdre celui que nous considérons comme l'une des plus belles plumes du quotidien L'Avenir, Denis Lubindi, qui a passé l'arme à gauche ce soir à la clinique Ngaliema où il était hospitalisé. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille biologique et à l'ensemble de la corporation. Le programme vous sera donné incessamment par la direction des ressources humaines de la RTGA. Richard Chako, on revient à vous. Alors, face à la crispation ambiante du processus électoral, les uns estiment que la solution, c'est aller au dialogue. D'autres estiment qu'il faut à tout prix privilégier la tripartite technique CENI, opposition, majorité, société civile. Mais c'est dans ces circonstances, ces contextes que le Togolais Edem Kodjo est dans nos murs depuis 48 heures. Il a consulté plusieurs personnalités jusque-là. Il a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Il a été à la commission électorale où vous étiez, vous personnellement. Qu'est-ce qu'il a dit à Corneille Nangaa? Oui, il faudrait que Kodjo est arrivé et l'annonce plutôt de l'arrivée de Kodjo, c'est depuis le dimanche dans la soirée que nous sommes tombés sur un document de l'Union africaine, Madame Nkosazana Zuma, qui est la présidente de la commission de l'Union africaine, il faut bien dire, la commission de l'Union africaine, pas la présidente, mais elle est de la commission, c'est un organe de l'UA, a dépêché de manière urgente Kodjo à RDC pour mener les consultations en prévision du dialogue politique qui profile à l'horizon. Kodjo est arrivé le lundi dans la soirée. Dans la soirée, il est arrivé, il a commencé ses consultations. Vous l'avez dit, il était chez le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, il était à la CENI où moi-même j'ai couvert l'audience. Mais il faudra dire que Kodjo, c'est un diplomate. Un diplomate ne parle pas pour parler. Un diplomate a les devoirs des réserves. Alors Kodjo, j'ai compris, que ce soit chez le président Minakou, que ce soit à la CENI, Kodjo, au sortir de l'audience, n'a rien dit, n'a fait aucune déclaration. Il a dit en aparté que je vais parler au moment opportun. Je termine d'abord les consultations que j'ai à faire avec toutes les parties congolaises et je vais faire rapport à mon chef qui est Madame Zuma. Dès que j'ai fait mon rapport à Madame Zuma, et c'est après que je vais dévoiler les secrets de mes consultations. Je réserve la première à Madame Zuma. Kodjo qui n'est pas les bienvenus dans les milieux des opposants qui l'ont récusé tout de suite. Tout à fait. Kodjo, vous savez que d'ailleurs, les jours où on a annoncé que Kodjo va venir à Kinshasa ou en RDC, il y a déjà des déclarations de l'opposition. J'ai suivi personnellement le secrétaire général de l'Union nationale congolaise, de l'INC, Bertrand Iwanga, qui a dit ceci, que M. Kodjo n'est pas le bienvenu. Il est en visite, en promenade de santé. Parce que nous connaissons son plan, on connaît, il a été récusé, ça c'est selon les propos de Bertrand Iwanga, il a été récusé au Burundi. Il a été récusé parce qu'il a été envoyé pour toujours les médiations, il a été récusé. Aujourd'hui, nous savons qu'il est venu avec les plans de glissement. Et nous, on va pas les recevoir. Il est venu en promenade de santé. Et que ça soit même au niveau de l'UNC, de la dynamique, ou même du Front populaire, et qu'on soit là, au niveau de l'opposition anti-dialogue, l'opposition anti-dialogue est restée égale à elle-même. Vous savez, même avec toutes les déclarations, non, on n'ira pas au dialogue, même avec Djinit. Mais l'opposition a refusé de rencontrer l'Algérien Djinit. Oui. Elle refuse de rencontrer le Togolais Kodjo. Djinit, délégué par les Nations Unies, Kodjo par l'Union africaine. Oui. Que veut réellement cette opposition anti-dialogue, Richard Chako? Je crois que, dans mes analyses, l'opposition a un agenda caché. Lesquels? C'est que l'opposition veut pousser la majorité présidentielle à arriver jusqu'au mois de décembre
parce que la majorité ne veut pas convoquer son dialogue. Sans, bien sûr, des préalables. Bien sûr, vous savez que le chef de l'État, quand il a convoqué les dialogues au mois de, je crois, novembre. C'était en novembre, le 28 novembre. Il a convoqué les dialogues. Il a promis même de mettre en place les comités préparatoires. Mais ces comités préparatoires devaient travailler en collaboration. Bien sûr, qui n'est pas encore mis en place. Devaient travailler en collaboration avec le facilitateur. Mais dès lors qu'il n'y a pas encore de facilitateur, le chef de l'État ne peut pas non plus mettre d'abord les bureaux provisoires. Parce que les comités préparatoires vont chômer. C'est-à-dire que le comité préparatoire doit travailler en collaboration avec les facilitateurs qui n'est pas encore désigné. Même Kodjo, on dit facilitateur. Dès que Kodjo va terminer son rapport, il va chez la personne qu'il a envoyée, Madame Zouma. C'est au moment-là qu'on pourra les confier comme facilitateur. Maintenant, il vient pour consulter. Il fait les consulter, fait rapport. Si on va les confirmer, tant mieux. Djinit a fait le même travail. Est-ce que c'est une démarche parallèle? Vraiment, c'est une démarche parallèle parce que les Nations Unies ont fait leur travail. On a envoyé Djinit qui est venu ici, qui a fini son travail, il a fait rapport à Ban Ki-moon, mais on ne connaît pas. Dépoussiérer les rapports. Oui, peut dépoussiérer les rapports. On ne connaît pas encore. Kodjo a fait son travail. Kodjo termine son séjour en RDC demain jeudi. Il va rentrer, il va faire les rapports. C'est après qu'on pourra voir. Alors, je dis ceci. L'opposition veut que, comme le dialogue n'est pas convoqué, c'est à l'avantage de l'opposition anti-dialogue. C'est pour que l'opposition, même si on envoyait encore Moustapha Niasse, même si on envoyait quelqu'un d'autre, l'opposition va tout récuser. Même si on envoyait Abdou Diouf. Abdou Diouf va récuser toujours jusqu'à ce qu'on va arriver au mois de décembre et on dit voilà, bon, ok, la majorité présidentielle, vous avez géré le pays, votre mandat, votre bail constitutionnel est déjà fini. Allez, moi maintenant, je vais maintenant me prendre en charge. Donc voilà ça la stratégie. Je crois maintenant pour la majorité ne doit pas aussi, elle doit comprendre cela. La majorité doit aussi commencer déjà les dialogues avec ou sans les autres là. Même si l'UDPS est en train de, qu'on y a beaucoup de sons discordants au sein de l'UDPS. Félix a un autre discours, son père Félix Tshisekedi a un discours, les partis ici à Kinshasa ont un autre discours. À vous. Donc, Richard Chako reviendra à vous et aussi avec le plan de sortie des crises proposé par le G7 et par Steve Mbikaï de la nouvelle classe politique et sociale, lui qui propose une transition de 3 ans, une cohabitation, des compromis de 3 ans, avec des animateurs qui ne se représenteront pas ou qui ne se présenteront pas aux prochaines élections. On en parlera. On va marquer une petite pause avec la pub, mais avant ça, je voudrais vous présenter les principaux titres qui font l'actualité ce soir sur nos antennes. D'abord, Joseph Kabila qui a tenu aujourd'hui la 2e réunion avec l'équipe économique du gouvernement. Vous le voyez d'ailleurs, le chef de l'État a donné des orientations précises par rapport aux mesures qui touchent les finances publiques et l'accroissement de recettes publiques. Le dialogue politique, on en parlait tantôt avec Richard Chako et cette fois c'est Jean-Claude Ngakoso qui appelle à l'apaisement. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo l'a dit au terme de ces 3 jours de visite ici dans la capitale congolaise.